Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast, proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer, en moins de 10 minutes, un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. C'est la rentrée. Sur le chemin de l'école, du bureau ou au goûter, notre podcast va pouvoir vous éclairer sur un sujet qui remue le marché, le programmatique vidéo. Pour preuve, c'est 450 millions d'euros investis au premier semestre 2025, soit plus 21% par rapport à 2024. On aurait eu besoin d'une bonne heure, mais on relève le défi de vous mettre à la page en une dizaine de minutes. Le temps finalement qu'il faut pour programmer sa campagne, n'est-ce pas Philippe ? Oui, c'est à peu près ça. Bonjour à tous. Le point de départ de l'achat en programmatique, c'est le DSP. Une plateforme pour programmer, acheter et suivre ses campagnes digitales, si on résume. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous faire un point sur les acteurs du marché qui comptent sur la place du marché DSP vidéo de nos jours ? Alors, l'écosystème des DSP vidéo est en pleine mutation. C'est le grand bouleversement. Il y a 3 ans, le marché des DSP vidéo était dominé par 2 leaders. Le DSP de Google, DV360, The Trade Desk, une adtech indépendante, avec un challenger qui était Microsoft Invest, anciennement Xandr, anciennement AppNexus. Depuis 18 mois, la principale tendance, c'est la montée en puissance d'un 4e larron. Un nouvel acteur, mais qu'on connaît bien, nouveau sur ce marché des DSP vidéo, c'est le DSP Amazon. Tu dis qu'il grimpe depuis 18 mois à peu près. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance ? 2 atouts pour ce DSP Amazon. Tout d'abord, l'accès aux inventaires d'Amazon Prime Video. Et d'ailleurs, la montée en puissance que tu évoques, elle est justement à relier avec l'ouverture et la généralisation de la publicité sur Amazon Prime Video. Deuxième atout, et pas des moindres, la mise à disposition de la data retail Amazon dans le DSP pour faciliter le ciblage. Ça aide. Ça aide, et on a donc sur le marché maintenant 3 grands DSP. Toujours Google DV360 qui permet d'acheter notamment YouTube, le DSP Amazon qui permet d'acheter Prime Video, et puis enfin la tech indépendante The Trade Desk spécialisée dans la qualité technologique et la qualité de service. Car au-delà d'Amazon, il y a un autre changement majeur, c'est la concentration des acteurs. De moins en moins de DSP, et d'ailleurs en mai dernier, Microsoft a annoncé l'arrêt définitif de sa plateforme DSP, anciennement Xandr. Le 28 février, Microsoft Invest, c'est fini. Intéressant, donc un marché qui croît, mais de moins en moins d'acteurs. Ça bouge. Comment est-ce qu'un acteur justement comme TF1 s'adapte à toutes ces mutations ? Alors la stratégie de TF1 Pub, c'est justement, dans ce contexte mouvant, d'être dans une stratégie open ou on va dire DSP agnostique. Je m'explique. Notre enjeu côté de TF1, c'est de travailler avec tous les acteurs technologiques du marché, quel que soit le DSP choisi par le client. Amazon, Google, The Trade Desk ou XY, c'est son choix. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le client puisse accéder à toutes les offres TF1 et TF1+. À nous de faire en sorte que la technologie fonctionne. Très clair. Donc, on change de sujet maintenant. On est sur un podcast qui parle de programmatique vidéo. Qui dit vidéo dit de plus en plus CTV. Est-ce que ça rentre dans le giron ? Et oui, tout à fait, et c'est la deuxième grande tendance. On parlait du changement dans les DSP, mais l'autre grande tendance, et cette fois-ci sur tous les DSP, c'est l'essor de la CTV. Certains clients peuvent avoir le sentiment que justement, l'écran de télé est un univers encore un peu à part. Ce n'est plus le cas. La révolution de la CTV fait de la télé justement un device digital comme un autre, vendable en impression, au CPM, dataisé, et donc achetable en programmatique. Tu as des chiffres là-dessus ? Oui, tout à fait. Chez TF1 Pub, toute notre CTV est disponible en programmatique, et le programmatique pèse à peu près déjà 50% de nos revenus. Donc c'est extrêmement développé. Je vous donne quelques exemples. Quand je dis toutes nos offres, c'est aussi bien évidemment vous lancez HPI en streaming sur TF1+, une partie des spots que vous allez voir est directement issue d'une vente programmatique, mais c'est même pareil sur le linéaire. Je m'explique, vous rentrez du boulot, vous allumez TMC, vous regardez Quotidien, une partie des spots que vous allez voir va être issue d'une vente programmatique avec une diffusion totalement automatisée. J'ai regardé, depuis le début de l'année, c'est plus de 70 millions d'impressions de spots qui ont été ainsi diffusés sur notre flux linéaire. Ouais, donc c'est une pratique qui prend bien. Pourquoi est-ce que tu penses que ça plaît autant ? Justement, l'idée, c'est de profiter à la fois des avantages du programmatique, automatisation, ciblage, data,
et des spécificités du grand écran. Visibilité, impact branding, notoriété pour la marque. Ça passe justement par l'adoption de nouveaux KPI particulièrement adaptés à cet écran. On en a parlé ici, la montée des KPI de l'attention, par exemple, qui sont particulièrement élevés en CTV, et on peut aussi évoquer le co-viewing. J'ouvre à présent une parenthèse de décryptage, car il y a une expression qui buzz, mais qui peut encore être difficile à maîtriser, et là, tu me vois venir, je veux parler content signals. Alors oui, les content signals, déjà, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des caractéristiques descriptives des impressions qui sont mises à dispo en programmatique. Je te donne un exemple. Quand je vais mettre une impression disponible en programmatique auprès d'un DSP, je peux préciser par exemple le type de contenu sur lequel le spot va tourner. Sport, série, info, talk-show, etc. Je peux préciser le genre. Comédie, drame. Je peux préciser la durée du contenu. Est-ce que c'est un contenu court, un contenu de 20 minutes, 50 minutes, 1h30 ? Sa carte de visite, quoi. Sa carte de visite. On peut même aller dans les notions de contexte. Est-ce que dans ce contenu, on y parle santé, éducation, famille, business ? Et puis évidemment, la qualité de production. Est-ce qu'on est sur une vidéo de type professionnel, de type amateur, etc. Ce sont autant d'éléments, ces fameux content signals, qui peuvent éclairer l'achat du trader et alimenter les algorithmes du DSP. Côté TF1 Pub, nous avons fait un gros boulot pour renseigner au maximum ces content signals. Tous ces signaux, ils peuvent maximiser l'efficacité des campagnes programmatiques et ils vont donner des leviers d'optimisation. J'ai parlé des content signals, mais il y a aussi le sujet des ID et il y a aussi le sujet du contextuel. Tous ces éléments-là, ce sont autant d'armes à disposition du trader. Et côté TF1 Pub, on a encore plein d'idées pour mettre des contextes encore plus granulaires, des indices de co-viewing, par exemple préciser combien de personnes sont devant l'écran sur ce type de contenu, etc., à disposition des traders. Ok, donc plein d'autres sujets de podcast à venir. En attendant, on reste sur le programmatique. Et pour bien le comprendre, évidemment, Philippe, ton savoir et tes explications sont précieuses. Mais c'est important aussi d'aller comparer les expériences. Et pour ça, je te propose d'aller écouter le ressenti d'un client. On part en agence média. Bonjour Jérémy Fritsch, bienvenue dans la pub à l'oreille. Bonjour Clémence, et merci pour l'invitation. Jérémy, vous êtes Co-Head of Digital chez OMG. Vous devez donc voir au quotidien les grands enjeux et les grands défis de l'achat programmatique vidéo. Quels sont-ils ? Ils sont nombreux, mais on peut en retenir, on va dire, 3 principaux. Le premier étant l'accès aux inventaires de qualité, parce qu'on est dans un paysage média de plus en plus fragmenté, et cette fragmentation, elle vient multiplier les intermédiaires. Donc, l'un des enjeux clés est de réduire cette déperdition pour maximiser l'efficacité des investissements. Le second, ça va être la qualification des inventaires, parce que tout ce qui est appelé vidéo ne se vaut pas. Les contextes de diffusion sont très hétérogènes, ce qui a un impact direct sur les performances, notamment sur les bêtas de mémorisation. Et justement, chez Omnicom, nous avons revu ces bêtas avec davantage de granularité afin d'optimiser la performance de nos plans médias. Et enfin, le dernier, la mesure cross-média vidéo, enjeu central pour garantir la cohérence entre les supports. Et nous suivons de près les travaux menés avec Médiamétrie via notre implication dans les comités interprofessionnels. Et en parallèle, nous capitalisons sur nos accords exclusifs avec la tech d'Amazon pour conduire des analyses de répétition globale via leur data clean room. Est-ce que cela transforme les métiers en agence ? Est-ce que c'est devenu plus technique, plus exigeant peut-être ? Ah oui, clairement. Construire un plan média vidéo aujourd'hui s'apparente de plus en plus à une démarche inspirée des KPI télé. Émergence, couverture, visibilité. Le programmatique ajoute une forte dimension technique et de réactivité, mais il exige aussi une solide culture média pour faire les bons choix. On peut citer la compréhension de l'évolution des usages et des cibles, la sélection des bons environnements selon leur impact réel, comme le montrent les bêtas de mémorisation évoqués précédemment, et l'intégration des stratégies vidéo dans un écosystème global où la télévision linéaire reste très puissante. Donc le rôle de l'agence évolue, mais dans le bon sens, plus complexe, plus stratégique et finalement plus enrichissant. Et sur ce rôle justement, dernier point, peut-être un petit peu plus humain, comment est-ce qu'on fait pour préserver le relationnel dans tout ça ? Comment on fait pour préserver le sens du media planning, si je puis dire ? Eh bien, même si la dimension technique prend une place croissante, différents outils, formats, algorithmes, solutions de mesure, le rôle de l'humain reste central.
Le trader multiscreen aujourd'hui, il est au cœur de l'écosystème et ça renforce les interactions plutôt que de les limiter. En interne, il va collaborer avec les équipes télé pour des activations complémentaires, avec les équipes conseil pour évangéliser les nouvelles approches et avec les experts marketing science pour construire des protocoles de mesure. Et en externe, il échange avec un nombre croissant d'acteurs innovants, plateformes Bivode, SVOD, AdTech, Régie, autant de partenaires avec qui construire des dispositifs sur mesure. Donc le métier, il évolue, mais il ne se déshumanise pas. Il devient plus riche, plus transversal et plus essentiel que jamais. Et si le media planning est amené à changer de nom, peut-être deviendra-t-il le mémo planning pour celles et ceux qui ont bien suivi. Le métier évolue, mais ne se déshumanise pas. C'est à retenir. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Pour finir ce podcast, je voudrais qu'on parle évidemment d'intelligence artificielle. À quel niveau aujourd'hui est-ce un game changer dans l'univers du programmatique ? Alors, l'IA, c'est la révolution annoncée dans l'univers programmatique. C'est même une double révolution. Il y a une première révolution qui est envisageable à relativement court terme. Fini le setup de campagne plus ou moins fastidieux à la main, le paramétrage de la campagne. On peut demain imaginer que l'acheteur fera juste un prompt et hop, ça sort une campagne programmatique avec toutes les bonnes caractéristiques, le bon ciblage, les bons écosystèmes activés, etc. Ça, on peut l'imaginer vraiment à relativement court terme. Mais il y a une deuxième révolution, encore plus forte, que certains annoncent. Certains annoncent la révolution agentique. Alors, qu'est-ce que ça change ? Un autre buzzword. Ça. Un autre buzzword. Et là, cette fois-ci, ce n'est plus vraiment juste un DSP, ce serait carrément un agent IA qui ferait pas juste la programmation, le setup de la campagne, mais qui même pourrait optimiser la campagne au cours de celle-ci, durant la période, faire des choix, faire des optimisations en fonction de règles qu'on lui donnerait. Ça paraît fou, et ça te paraît surtout jouable. Les rumeurs vont jusque où ? Alors, certains annoncent carrément à terme la possibilité de dépasser les DSP, avec des programmations qui se feraient directement au travers de ces fameux agents IA. Et d'ailleurs, Microsoft, qui est tout de même propriétaire de ChatGPT, quand ils ont annoncé la fermeture de leur DSP Microsoft Invest Xander, ils ont affirmé que justement, c'était pour anticiper cette révolution agentique et que le DSP à l'ancienne n'était plus la bonne solution d'avenir pour la programmation des campagnes digitales. Alors, vraie vision, emballement total du marché, révolution, bulle, l'avenir nous le dira. Eh bien, on suivra ces évolutions avec attention et on les décryptera comme d'habitude avec plaisir dans ce podcast. D'ailleurs, si vous avez besoin de nos lumières sur un sujet en particulier, écrivez-nous, on adore ça, sur les comptes LinkedIn ou Instagram de TF1 Pub, on vous répondra. Merci pour vos retours et votre fidélité. Merci à toi, Philippe, pour tes lumières. Mais de rien. Et on vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.